Dans la joie et la bonne humeur, on continue à progresser en anglais. Il s'agit de la partie numéro 2. Partie numéro 2, mais de quoi, Adrien? De votre mini-série qui s'intitule « Un test tout bête pour votre niveau d'anglais ». Donc hier, on a vu le vocabulaire. Aujourd'hui, c'est la grammaire. Demain, la prononciation. Et pour la 4e et dernière vidéo, qu'est-ce que ça sera? Ça sera sur les phrasal verbs. Vous le savez, ces fameux phrasal verbs, comme par exemple to turn off, qui signifie s'éteindre. Je vous le note ici. Turn off, s'éteindre. D'accord? Donc, on fera une vidéo sur ces fameux phrasal verbs. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une sorte de test de niveau. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit dans les 4 vidéos, en fait, on a déjà vu et exactement ces exemples, ou en tout cas, c'était très proche, dans des vidéos précédentes. Alors, parfois, c'est juste il y a une semaine, parfois, c'était 3 mois en avance, 3 mois en arrière, pardon. Donc, du coup, on va voir si vous avez bien tout retenu. Et de toute façon, même si vous n'avez pas mémorisé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la répétition est là. La mère de l'apprentissage. Exactement, je vois que vous suivez. D'ailleurs, si vous voulez suivre cette fabuleuse chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite pour vous y abonner immédiatement. C'est juste là. Alors, ici, cette phrase, elle est à la voix active. Je souhaiterais que vous la passiez à la voix passive. Ok, donc je prends un stylo. Littéralement, je prends un stylo, ok? Donc là, je l'ai mis au présent simple. Pour que ce soit plus facile à faire, quand je dis je prends un stylo, là, je suis en train de le faire, c'est I'm taking a pen, ok? C'est du présent progressif, mais là, on va faire la phrase au présent simple. I take a pen. Donc, vraiment, rien de plus basique. Je prends un stylo. À la voix passive, qu'est-ce que ça nous donne en français? Un stylo est pris par moi, ok? Du coup, comment on fait ça en anglais? Eh bien, on fait la même chose qu'en français. Alors, attendez, je vais prendre le bleu parce que comme ça, du coup, on va bien distinguer les énoncés des réponses. A pen. Et après, comment on forme la voix passive? Je vous le demande. Comment on forme la voix passive? Eh bien, on utilise l'auxiliaire être qu'on conjugue au temps qui est contenu dans la phrase active. Donc ici, c'est un présent simple. OK? A pen is. Et du coup, le verbe qui faisait l'action dans la voix active est transformé en participe passé. Taken. OK? Voilà, la plante bouge. A pen is taken by me. OK? Alors, je vais le mettre en parenthèse parce que souvent, ce qu'on appelle le complément d'agent, d'accord? À la voix passive, il ne va pas être indiqué puisque c'est évident que c'est vous, parce qu'on a un contexte évidemment quand on parle, que c'est vous qui le prenez. Donc, a pen is taken. A pen is taken by me, ok? A pen is taken. A pen is taken by me, si vous voulez, d'accord? Donc, vous voyez, c'était vraiment une phrase qui me semble simple pour voir si vous avez bien enregistré le mécanisme de la voix passive et de la voix active. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, il y a toujours une solution. Je vous ai mis le lien juste en dessous pour directement atterrir sur la série de vidéos qu'on avait fait ensemble sur la voix passive et la voix active. Je ne me souviens plus exactement combien il y en avait, mais il y en a au moins 2, c'est sûr. Peut-être 3, donc n'hésitez pas à les revoir. Elles sont là pour vous aider. Même chose ici. Et même chose ici, quand j'ai mis vidéo, à chaque fois, vous avez une ou plusieurs vidéos pour vous aider sur ce sujet. Ici, il s'agit des vidéos sur... C'était même une vidéo qui s'intitulait, si je ne me trompe pas, c'était la différence entre I have lived, ok, donc present perfect, simple, et I have been living. Vous m'aviez posé de nombreuses fois la question. Si vous ne savez pas faire la différence, ok, je vous invite à revoir cette vidéo dont j'ai mis le lien juste en dessous dans la description, ok. Donc, ça nous amène à notre deuxième phrase. Je vis à Paris depuis 1998. Donc, ça fait beaucoup de donc. Hein. Dans cette phrase, qu'est-ce qui se passe? On a en français un présent, n'est-ce pas?
si je trace un axe comme ça, qui est l'axe du temps, t comme time, qu'est-ce qui se passe? Je vis à Paris depuis 98. Donc, mettons que 98, c'est là. Le présent est ici. Donc, pendant toute cette période, vous étiez à Paris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme temps en anglais lorsqu'on parle d'une action qui débute dans le passé et qui continue jusque dans le présent? Alors, est-ce que vous le savez? Vous devez absolument le savoir. Ça, c'est capital. Le present perfect, exactement. Donc, je vis à Paris depuis 98. On fait notre present perfect. I have lived. OK. Vous pouvez le mettre à la forme contractée. I've lived. I've lived in Paris. OK. In Paris. Et là, qu'est-ce que vous pensez de cette fin de phrase? J'entends des cris. Exactement, c'est totalement faux. Je me disais, j'entendais, Adrien, c'est pas bon. Exactement, vous avez raison. I have lived in Paris since always. OK? Quand vous avez une date, s'il vous plaît, et ça aussi, faut plus faire cette faute si malheureusement vous la faites encore. Alors, ce n'est pas un souci si vous la faites encore jusqu'à présent. Maintenant, vous le savez, since plus une date, OK? Et for plus duration. Duration qui est évidemment la durée en... oui, non, c'était bien ça. Duration, OK? Donc, quand vous avez une durée, c'est for. Et since, quand c'est une date. Et ça, c'est simple à retenir. Donc, plus de fautes à ce niveau-là. I have lived in Paris since 98. Et là, petite précision qui est aussi intéressante. 98, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît, le trait d'union entre les deux. D'accord? 98. Quand vous avez une dizaine en anglais, et vous avez une unité derrière, il y a toujours le trait d'union, ok? Le trait d'union, il est entre la dizaine et l'unité en anglais. 98, ok? I've lived in Paris since 98. I live in Paris for 2 years. Ok. Et alors, mais pourquoi ce n'est pas le present perfect progressif? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, quand on utilise le present perfect simple, on exprime un état définitif. Quand je vous dis « je vis à Paris depuis 98 », il n'y a pas de raison que ça change. Vous êtes d'accord? Si je vous dis « I have been living in Paris since 98 », le fait d'employer un progressif, en fait un temps progressif, ici le present perfect progressif, ça va ajouter une nuance, c'est le fait que cet état de fait, le fait que je vis à Paris, est temporaire et non pas définitif. Et c'est là toute la différence entre I have lived et I have been living. OK? Donc ça, maintenant, vous pouvez garder cet exemple pour bien comprendre la nuance entre ces deux temps. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, je vous ai mis le lien juste en dessous pour bien faire la différence entre ces deux temps. Il y avait une vidéo qui a été consacrée à ce sujet. Ensuite, troisième phrase. Alors là, c'est littéralement la question à $1 million. On pourrait le voir comme ça. Il y avait une vidéo qui était consacrée à ce sujet aussi. Le lien est juste en dessous dans la description. Une question à $1 million. Alors, on va décortiquer ensemble. Je réfléchis en fait en même temps que je vous parle. Comment je peux vous l'exposer de la manière qui me semble la plus pédagogique. On va partir du vocabulaire. Comment dit-on question $1 million? OK? Donc, une question est question. Question. OK? $1 million. 1 million dollars. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a ici une question à $1 million. Donc, vous voyez, et c'est là où il faut vraiment bien écouter, qu'un $1 million qualifie la question. Ce n'est plus une simple question, c'est une question à $1 million. On est d'accord? À $1 million va qualifier, caractériser, préciser
la question. Et en anglais, tout ce qui précise, tout ce qui caractérise le nom, donc notre question là dans l'exemple, vous le passez à gauche, d'accord? Regardez cet exemple. Je vais vous le dire tout simplement, sinon ça fait trop d'informations au tableau. A white car, une voiture blanche. Une voiture blanche, tout est postposé en français, c'est-à-dire qu'on peut, pardon, je vous dis des bêtises. En français, on peut le mettre après le nom, une voiture blanche, d'accord? En anglais, tout est à gauche, a white car. Et c'est exactement la même chose ici avec cet exemple à 1 million de dollars. Il faut donc le passer à gauche. Ce qui nous donnera, donc on commence par notre article, on met tout ce qui va caractériser le nom à gauche et on termine par question. OK? Jusque-là, c'est bon? Parfait. Et maintenant, on va transformer à 1 million de dollars en adjectif. OK? Et quand on le met en adjectif, qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs mots en anglais? En adjectif, devant un nom, on les sépare par des traits d'union. Toujours. Et tous les mots. OK? Lorsqu'ils sont reliés entre eux, évidemment. Si je vous dis par exemple a white and powerful car, je vais vous le noter ici. A white, on va changer, allez, a white and expensive car. Donc une voiture blanche et onéreuse qui est chère, d'accord? D'ailleurs, vous voyez que tout, là encore une fois, tout est à gauche. Évidemment, vous ne mettez pas des traits d'union. Okay? Parce que ce sont des mots qui caractérisent la voiture de manière différente. Alors que là, tout ça, ça caractérise d'une seule fois le nom question. Du coup, ça nous donnera a 1 million et les adjectifs sont invariables en anglais, ok? Pas de pluriel, pas de pluriel. De toute façon, on n'a pas la marque du féminin et du masculin en anglais, mais on aurait pu avoir la marque du pluriel. Ce n'est pas le cas, les adjectifs sont toujours invariables. A $1 million question. Voilà. Donc, pensez bien à tout mettre à gauche, bien mettre les traits d'union et ne surtout pas rajouter de S ici. Ce n'est pas a $1 million question, d'accord? Ok. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. S'il vous plaît, ne faites pas la faute. Là, c'est plus… Alors, il y a de la grammaire aussi, mais c'est aussi au niveau orthographe. Il ne faut pas oublier les traits d'union et ne me rajoutez pas, s'il vous plaît, un pluriel à l'adjectif qui reste invariable en anglais. Donc voilà, c'était tout pour cette séance de révision. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et vous pouvez juste à côté en profiter pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi que vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est très simple. Pour ce faire, vous avez le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, je vous ai mis le lien juste au-dessus de ma tête dans la description. Vous avez un commentaire, une remarque, une question, quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça juste en bas et je reviendrai vers vous rapidement. Je vous dis donc à demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.